Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau À son Prime, tu choisis qui? Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fabien. Salut mon copain. Salut Jazaï, comment tu vas? Eh ben écoute, très bien. Un nouveau À son Prime, tu choisis qui? Écoute, moi ça me met en joie. Je sais pas si toi t'es plutôt chaud pour aller défendre Wesley Sneijder, mais moi, pour Mesut Özil, il y a une grosse motivation. Moi, j'ai toujours tendance à défendre les gars qui perdent leurs cheveux. Donc, grosse force à Sneijder. Ça, j'aime bien. C'est une belle entrée en matière. Ok. Bon. Alors, au-delà du côté capillaire, bon, il y a une certaine affection pour le joueur ou c'est vraiment juste pour le défendre? Ah non, vraiment, il y a quand même de l'intérêt pour un super numéro 10 de poche, là, qui sait un peu tout faire quand même, hein, mine de rien. Donc, qui a eu un super prime avec l'Inter, on en parlera, mais c'est quand même un sacré bonhomme. Hein. Ah ouais, c'est quand même un sacré bonhomme. Et je pense que là, les deux, on a deux sacrées manières de ballon. On a deux gars qui sont, on va dire, un peu des joueurs frissons. Ouais, je pense qu'il y a moyen véritablement de faire un vrai joli débat. Et sur le papier comme ça, pour moi, c'est vachement équilibré entre les deux parce que il y en a un qui peut avoir des avantages et l'autre qui peut aller le retirer de l'autre côté. Donc, pour moi, il y a vraiment avant de faire quand tu prends en compte toutes les lignes de stats, c'est quand même très discutable. Après, parfois, c'est même une question de perspective, quoi. Enfin, moi, je le vois comme meilleur. Toi, tu verras pas. Tu vois, c'est ce qui fait tout l'intérêt d'en discuter, quoi. C'est exactement ça. Donc, écoute, je pense que là, on a bien présenté le truc. Pour ceux qui nous suivent, vous avez l'habitude de on va dire, du déroulé. Première partie, les stats. Deuxième partie, sensibilité foot. Sur la première partie, les stats, équipe nationale, club, Coupe du Monde, Ligue des Champions, toutes les stats importantes. Et dans la deuxième partie, la sensibilité, comme je viens de le dire, où on s'intéresse au charisme du joueur, à l'importance dans l'équipe, la régularité, la durée du prime et le fait majeur. Et à l'arrivée, on donne des petits points pour chaque catégorie. Et à l'arrivée, il y en aura un qui terminera le grand vainqueur de ce À son prime. Tu choisis qui? On est OK, mon copain? C'est parti. Allez, alors je te propose de commencer avec les stats en club. Alors, je commence avec les miennes. Et puis, dans la foulée, tu me donnes les tiennes. Alors, le bilan en club pour un Mesut Özil, moi, j'ai 605 matchs, 97 buts et 219 passes décisives. Pour toi, ça donne quoi pour l'ami Wesley Sneijder en club? On est assez proche, on est à 577 matchs, 154 buts et 46 passes décisives. Ok. Ah ouais, hein. Ok. Alors déjà, moi, il y a un premier truc, au-delà du pas mal, t'as raison, mais ça, je pense que le pas mal, on va le dire quand même pas mal de fois pendant le débat. Mais au-delà de ça, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y en a un qui me paraît plus passeur et l'autre plus buteur. 154 pour Sneijder et 219 passes décisives pour Özil sur un nombre de matchs quasi similaire. Ouais, comme je viens de dire, il y en a un qui est plus buteur, Sneijder, et l'autre qui est plus passeur, Özil. C'est ça, globalement, si tu veux synthétiser ça, t'as Özil qui est plutôt métronomique à la passe, avec un pic en première ligue en 2015-2016 où il était plutôt bon, et Sneijder qui pèse davantage devant le but, qui est un tueur, quoi, et qui a laissé plus d'empreintes en sélection, en LDC d'ailleurs, sur des faits d'armes, on en reviendra, parce qu'il a été très présent et décisif dans vraiment des gros matchs, Sneijder. Puis c'est le gars qui sur le coup franc, qui vient dans la surface, qui frappe de partout. C'est
Un super joueur. Il a beaucoup de, on va dire, beaucoup de cordes à son arc, pour reprendre le fameux philosophe. Mais il a aussi pour lui, on va dire, ce côté peut-être plus décisif. Alors, reste à savoir. On peut peut-être nuancer. Qu'est-ce qui est plus décisif, le but ou la passe? Ça, c'est peut-être après une question un peu plus philosophique. Mais on va dire, dans la fiche de stats, comme on vient de voir, en club, en tout cas, moi, je vois qu'il y en a un qui est peut-être plus décisif, Sneijder, mais l'autre est aussi essentiel. Donc, spontanément, quand je vois ça, moi c'est ma manière de voir. Pour moi, je les mets à égalité. J'arrive pas à en déterminer un qui a un meilleur bilan en club. Maintenant, dis-moi toi. Peut-être que pour toi, ça t'a plus Sneijder. Concrètement, rien que sur ça, je me dis, ils sont tellement complémentaires que c'est complètement fou de ne pas les avoir associés quelque part. Ouais. Mine de rien, quand on dit que Ozil a combien déjà 219 passes décisives, ça veut dire que 219 de ses passes ont apporté un but. Non mais c'est un gars qui marque aucun but et l'autre qui en passe autant. Enfin. J'aurais bien aimé les voir ensemble, vraiment. J'aurais bien aimé aussi. Et pareil, on va le redire peut-être plusieurs fois. Pour ceux qui n'ont pas forcément toutes les rêves de Özil et Sneijder, allez vite regarder des skills, des highlights, des compiles, parce que vraiment, ces deux joueurs, quand on parle de joueurs frissons, oui, c'est vraiment deux joueurs frissons. Alors, dans deux styles différents, comme on vient de dire, avec un plus buteur, l'autre plus passeur, mais vraiment des joueurs qui sont capables de faire lever les spectateurs de leur chaise, c'est vraiment le cas. Donc c'est pour ça que spontanément, là, quand on regarde les stats comme ça, pour moi, je peux pas en mettre un plus que l'autre. Alors pareil, hein, comme je t'ai dit, si toi vraiment t'insistes dessus, bah écoute, on voit ça. Mais pour moi, je partirais plus sur une égalité. Là, le bilan en club, pour moi, c'est égalité. Ouais, je suis assez d'accord. C'est d'accord. Bon, écoute. Je suis d'accord, c'est trop difficile de départager sur ce point-là parce qu'ils sont tous les deux décisifs en fait, en vrai. Tu vois, comme tu le dis, qu'est-ce qui compte le plus, la passe ou le but? Mais quand tu fais marquer 219 fois grâce à une passe lumineuse, quasiment un but, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que oui, ok, il y en a un qui marque le but, donc on va dire dans l'inconscient collectif, on retiendra toujours, c'est l'histoire, mais on retiendra plus le buteur. Mais tu viens de le dire, le passeur est aussi important. Et quand à certains moments, c'est un Özil qui t'invente les passes, parce qu'il y en a certaines qui pouvaient t'inventer, ouais, bah pour moi, ouais, j'avoue, c'est du même niveau. Donc bon, écoute, on commence bien dans ce débat. On se respecte, on se donne un point chacun. Franchement, moi je dis, on débute vraiment comme des gentlemen ce petit débat. Ouais, on va y aller tranquillou. Bon, alors je te propose maintenant d'enchaîner avec le bilan Ligue des Champions. Et là, pour le coup, il va y avoir un qui va prendre le lead. Bilan Ligue des Champions. Moi, de mon côté, ça donne 69 matchs, 11 buts et 26 passes décisives. Toi, de ton côté, ça donne quoi pour l'ami Sneijder? Eh ben, on est à 76 matchs, 12 buts et 20 passes décisives. Ok. Alors, est-ce que là aussi, on est sur on va dire un paradoxe au niveau des stats? Bah là, moins, je trouve. On est moins sur un truc ciblé que sur le bilan en club où on voyait bien buteur, passeur. Là, pour moi, c'est un peu plus diffus entre les deux. Bah, je sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un vrai copier-coller quelque part. 76 matchs pour Sneijder. Vas-y. Comment? Non, pardon. 76 matchs pour Sneijder, 69 pour Ozil, 11 buts pour Ozil, 12 pour Sneijder, 20 passes décisives pour Sneijder et 26 pour Ozil. Donc là, on peut se rendre compte clairement dans l'univers des bénis des dieux de la Ligue des Champions, ils ont un niveau assez ISO, ils sont quand même très forts. Donc si on prend comme référentiel du coup le très haut niveau, on a deux joueurs avec un profil très similaire au final. Parce que le championnat, il y a les aléas du championnat, du coup, tu peux avoir des adversaires un peu plus faibles. Enfin, c'est plein de choses. Après, moi, j'ai envie de te dire. La Ligue des Champions, il n'y a pas de petit club. Alors, sur la Ligue des Champions, on a ça. On a ce bilan stat qu'on remonte. Donc, voilà, 76 matchs, 69 pour Özil, 12 buts, 11 buts, 20 passes, 26 passes.
Donc on est là encore une fois sur quelque chose de similaire. On pourrait faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire bon bah ok, il y en a pas un qui prend le lead. Mais c'est ma sensibilité, tu me dis ce que t'en penses mon copain. Moi dans un débat comme ça, j'ai aussi en tête ce qu'a fait le gars en Ligue des Champions. Et dans ce qu'a fait dans les deux, ce qu'on fait en Ligue des Champions, et pourtant, je défends Mesut Özil, mais si je dois être très honnête, Wesley Sneijder m'a plus marqué en Ligue des Champions que Mesut Özil. C'est ma sensibilité. Et pourtant, encore une fois, je défends Mesut Özil. Mais spontanément, Sneijder, son triplé en 2010 avec l'Inter, avec le fait en plus de le remporter, c'est pas que je veux te faire une passe décisive, mon copain. Je veux défendre Mesut Özil. Mais là, pour le coup, on peut pas passer ça sous silence et juste dire ah bah ils ont quasiment le même bilan stat. Non, il y en a un quand même qui a été majeur dans la victoire de la Ligue des Champions 2010. Donc pour moi, Sneijder, il doit mériter d'une courte tête le point. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est que les volumes sont proches. Mais Sneijder prend le trophée en 2010 pour ça, avec le triplé. Donc le point de ma fenêtre, le point irait à Sneijder. J'ai la même sensibilité, donc voilà. Encore une fois, débat de gentleman. Tu vois, moi je défends Özil, je te fais la passe décisive pour le point. Franchement, on a fait d'autres à son prime, tu choisis qui pas forcément avec toi de cette manière-là, qui était bien plus compliqué pour arriver à déterminer qui prenait les points. Mais là, j'aime bien. On est plutôt sur un truc honnête. C'est honnête. Voilà. Donc, écoute, là, ça fait donc 1 point pour l'ami Sneijder. Je te propose d'aller maintenant sur les stats, le bilan en sélection. Alors, bilan en sélection pour un Mesut Özil. Moi, j'ai 92 matchs, 23 buts et 40 passes décisives. Encore beaucoup de passes décisives. Et pour toi, de ton côté, ça donne quoi, Sneijder en équipe nationale? Alors, on a 134 matchs, 31 buts, 32 passes D. Oh. Bah, écoute, il y a encore un avantage volume et longévité, j'ai envie de dire, côté Sneijder. Ouais. Mais encore une fois, cette fois-ci, Özil a un record d'assists qui est non négligeable. Donc, voilà. Attention. Je dirais que ça penche en faveur de Sneijder, mais t'es obligé de souligner quand même les prouesses d'Özil, quelque part. En fait, oui, on pourrait se dire ça avec c'est quasiment alors non, c'est pas le double, mais les stats sont plus avantageuses pour moi pour un Sneijder, mais il y a quand même aussi un mais, et on l'a dit juste avant pour le débat juste avant, il y a une Coupe du Monde qui a été remportée. Alors sans spoiler, bien sûr, ça va être la prochaine catégorie, mais dans le bilan en sélection, il y a quand même un gars qui a remporté une finale de Coupe du Monde. Donc, je demande pas à ce qu'on fasse la même chose, mais je dis juste que dans l'appréciation, le bilan en sélection, bon, Özil, j'ai un souvenir de lui. Alors oui, ça veut dire qu'on prend en compte les deux lignes d'un coup, là, effectivement. Alors, c'est qu'effectivement, en 2010, attention, il y a ce fameux triplé, mais il y a aussi un Sneijder qui finit co-meilleur buteur du mondial et qui va en finale. Ok, il est bon. Il a bossé son sujet. Bon. Il a bossé son sujet. Ok. Ok, là, tu vois, on était parti sur un duel de gentlemen. Bon, là, j'ai essayé de te la mettre un tout petit peu, pas à l'envers, mais essayer de le glisser. Bon, ok, je me suis fait reprendre. Ok. Donc bon, bilan en sélection. Mais après, on peut très bien convenir que gagner une Coupe du Monde, ça passe au-dessus de ça. Maintenant, vu de ma fenêtre, comme je dois défendre nos copains Sneijder, je dirais non. Je vais te dire. Autant pour le bilan Champions League, bah oui, j'ai fait pencher la balance pour un Sneijder, logiquement aussi parce que il y en a un qui vient à la remporter. Et Özil, si je te demande spontanément un match majeur de Özil en Ligue des Champions, je pense pas que tu vas en avoir un direct. Là voilà, tu vois, juste tu m'as répondu, t'en as pas. Sneijder, bah il y a le. J'en ai peut-être un et j'arrive pas à me souvenir contre qui c'était. Tu sais, c'est ce match où c'est ce fameux petit sombrero où il fait tomber la défenseur là. Avec Arsenal contre Ludogorets. Ouais. Voilà. Il avait fait un match extraordinaire.
Bon, alors là, par contre, là, tu me l'as enlevé, mais j'avoue que ce but, c'est tellement du bonheur. C'est du plaisir visuel. C'est vraiment du plaisir visuel. C'est ça. Ceux qui n'ont jamais vu cette action, il est sur YouTube, parce que c'est quand même. Là, vous arrêtez le débat, vous allez tout de suite regarder le but dont on parle, parce que vraiment, c'est vraiment. Maintenant, pareil, je défends Özil, mais ce but-là, c'est contre Ludogorets. Moi, j'ai des souvenirs de. Je suis d'accord. J'ai des souvenirs de Sneijder, de matchs importants en Ligue des Champions. Par exemple, contre le Barça, Inter-Barça en 2010, demi-finale. Ouais, on va dire que les références sont pas forcément les mêmes. Mais c'est ça, globalement, Schneider, il pèse davantage devant le but, donc c'est forcément plus marquant, peut-être qu'un passeur, déjà. Et une meilleure publicité. Et du coup, il laisse plus d'empreintes en sélection et en LDC que Özil, quelque part. Donc, on va toujours quelque part un peu pencher vers Schneider. Donc, on tranche comment, là? On tranche comment pour ce fameux bilan en sélection? Parce que là, je vois que chacun a des... Donne les points à Schneider. Ne prends pas la tête, donne les points à Schneider, c'est tout. Hein. D'accord, donc c'est bien ce que je me disais. Je pense que là, pour celui-là, on va partir sur une égalité. Parce que j'ai pas envie de lâcher mon point pour Mesut, et je crois que t'as pas non plus envie de lâcher ton point pour Wesley. Donc, ok, celui-là, on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est scandaleux, monsieur. C'est scandaleux. Ah, d'accord. Ok. Bah, on va parler après. Regarde cette émission. Regarde. Il est fervent supporter de la chaîne, hein, donc il te regarde, fais gaffe. Quel enfoiré. Quel salopard. Ah, quel salopard. Bon, écoute, on va essayer peut-être de trancher avec la quatrième catégorie, qui est le bilan en Coupe du Monde. Alors, je te propose mes stats. Alors, le bilan en Coupe du Monde pour un Mesut Özil, c'est 16 matchs, 2 buts et 4 passes décisives. De ton côté, pour notre ami Sneijder, en Coupe du Monde, ça donne quoi? On est sur 17 matchs, 6 buts et 3 passes D. Ah, c'est meilleur. Hein. Dont en plus un fait de jeu, comme quoi il finit comme meilleur buteur, comme je te disais tout à l'heure, en 2010, et il va en finale. Tu vas me la... celle-là, celle-là, il va me la replacer 15 fois, celle-là. Je préfère te dire... Non, parce qu'attention, hein, faudrait pas non plus trop m'avoir. Il y a une rubrique palmarès et palmarès individuel et collectif. Donc tu vas déjà pouvoir récupérer peut-être quelque chose à ce niveau-là. Mais là, pour être très factuel, on est obligé là, pour le coup, de compter ce qui a été gagné comme trophée. Moi, je vois quand même que en Coupe du Monde, il y en a un qui a été jusqu'au bout. Maintenant, là, je suis très honnête. Mesut Özil en 2014, c'est loin d'être le meilleur joueur de l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde. C'est vraiment pas lui le meilleur. Je pense d'abord à un Klose, par exemple. Je pense à un Lahm. Je pense à un Thomas Müller. Un Khedira, un Kroos. Et pour moi, Özil arrive bien après. Özil, pour moi, la Coupe du Monde, c'est plus à la limite 2010, où il est bien meilleur, où il arrive à vraiment faire des différences. Mais 2014, certes, il la remporte, donc je veux pas cracher dessus, parce que ça peut me porter des points. Mais de l'autre, on va être honnête, 2014, pour moi, c'est pas sa meilleure Coupe du Monde. Donc, c'est difficile, pareil, de le faire basculer là-dessus, sachant que sa Coupe du Monde, bah, c'est pas la plus aboutie. Et si je suis très honnête, Sneijder en Coupe du Monde, c'est quand même fort. 2010 et 2014, c'est très fort quand même. Bah, c'est vrai. Mais comme on le disait, tu vois, en plus, le débat, il porte sur le prime. Donc, l'empreinte en 2018 de Schneider, elle pèse plus que la place d'Ozil dans l'édifice de 2014 dont tu parles. Où d'ailleurs, à l'époque, en Allemagne, il y avait potentiellement plusieurs MVP autour de lui, tu vois. C'est vrai. Peut-être que ça l'a fait peut-être aussi un peu moins sur du lot. Donc, voilà, ça fait partie un petit peu des éléments à prendre en compte pour évaluer qui on choisit à son prime, du coup, quelque part. Là, on va dire, là où ça va dans ton sens, c'est que le prime, on s'attardera dessus tout à l'heure, mais le prime de Sneijder correspond à peu près à on va dire clairement à son meilleur parcours en Coupe du Monde, qui est une finale. Derrière, il est là 4 ans après, en 2014 aussi, certes un peu moins fort, mais il reste quand même performant, et les Pays-Bas vont jusqu'à la 3e place, en tapant d'ailleurs le Brésil en match pour la 3e place. Donc, il est plus marquant.
tu vois, que Özil en Coupe du Monde. Par contre, on peut pas enlever le fait qu'il y en ait un qui la remporte et l'autre qui la remporte pas quand même. Même s'il y en a un qui est peut-être plus majeur, qui est peut-être plus à son apogée pendant cette Coupe du Monde, on peut pas non plus passer sous silence. Donc là, c'est pas que je veux pas donner le point, mais pour moi, c'est difficile de donner le point à un gars qui a pas remporté la Coupe du Monde de la part d'un gars qui l'a remporté. Ok, je te l'accorde. Mais que pour cette fois-ci. Ok, yes, ouais. Je suis content de moi, j'ai réussi à sauver ça. Bon, alors, maintenant, on va arriver à la dernière stat, qui est le bilan en professionnel. Alors, bilan professionnel chez moi pour Mesut Özil, ça donne 697 matchs, 120 buts et 259 passes décisives. Toi, de ton côté, pour Sneijder, ça nous donne quoi? On est sur 711 matchs, 185 buts et 178 passes D. Pas mal. Franchement, les stats pour les deux, ils sont gentils, mais alors franchement, pour arriver à départager tout ça, franchement compliqué. Hein. Ah. Ouais, là, j'avouerais que c'est quand même très très proche. Encore une fois, je pense que la seule chose qui peut les départager, c'est le fait que Sneijder pêche davantage plus devant le but et que le fait de marquer, ça reste toujours plus marquant dans les esprits de tout un chacun, quoi. Puis après, si tu regardes après à palmarès comparé, on va y arriver. Il n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Attends. Nous spoil pas tout. T'inquiète pas, on va y arriver. Ouais, on va y arriver. Là, restons juste bilan factuel statistique. Juste vraiment bilan statistique. Franchement, je veux vraiment pas faire mon cher, mais pour moi, je vois pas de, comme on vient de le dire depuis tout à l'heure, il y en a un qui est plus passeur, l'autre qui est plus buteur. Est-ce qu'on récompense plus le buteur que le passeur? Compliqué. C'est pas ce qu'on a fait depuis le début de ce débat. Et il y en a pas un, même à la limite, tu vois, où tu peux te dire, vraiment, il est vraiment plus passeur que l'autre buteur. Et les deux, c'est vraiment un meneur de jeu vraiment buteur, parce que marquer autant de buts pour Sneijder, c'est énorme. Et l'autre, autant de passes, c'est énorme aussi. Donc, vraiment, c'est deux styles différents. Et ça arrive pas souvent, forcément, dans les à son prime. Mais que là, on va dire, on est deux types de joueurs vraiment différents, alors qu'ils occupent le même poste. Ouais, c'est compliqué à arriver à déterminer sur les stats. Après, sur plein d'autres choses, on va pouvoir les séparer. Mais sur les stats pures, là, j'ai du mal. Hein. Mais sur la même veine de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui prime, la passe ou le but? Quand tu regardes, par exemple, la différence de but entre les deux, on est à 120 pour Özil et donc 185 pour Sneijder, qui nous fait 65 buts d'écart. Et en passe D, on est à environ 250 pour l'Allemand et 180 pour le Néerlandais. Ça nous fait environ 70 d'écart. Donc, sachant qu'une passe D vaut quasiment un but, à 10 près, on a quasiment les mêmes stats de caractère décisif du joueur, tu vois. Donc, c'est très proche, quoi. C'est compliqué. Donc, comment tu fais? Non, c'est un match nul, il pas. Ouais, c'est ça. Je pense que sur les stats, alors, au final, c'est toi qui gagneras c'est Sneijder qui gagnera les stats, puisque bilan Ligue des Champions, il est quand même meilleur. Et là, pour le coup, pas pareil de 50 lignes, mais pour moi, il est meilleur. Mais sinon, sur le reste, bilan en club, bilan en sélection, bilan en Coupe du Monde, bilan chez les pros, franchement, c'est impossible d'arriver à les séparer. Donc, on va faire la suite. Et là, pour le coup, avec la suite, on va avoir plus de billes pour arriver à les séparer. Mais voilà, ce qui ressort, c'est que sur les stats, on a deux gars, avec deux profils différents, deux régaleurs, mais qui affichent des stats, radicalement différentes pour les deux. Mais impossible d'arriver à les départager. Non, bon, moi, alors, c'est trop compliqué là. Alors, je vais te proposer en stats, on va faire les stats un peu. On va dire un peu secondaire, mais déjà, rien que sur ça, on va pouvoir normalement arriver à les déterminer. Alors, on va regarder, donc c'est en bas, voilà, attends, je reprends les stats, hop, voilà. Donc, pour Mesut Özil, on va faire les cartons jaunes. Carton jaune, carton rouge. Moi, j'ai 43 cartons jaunes et 3 cartons rouges pour un Mesut Özil dans sa carrière. Toi, ça donne quoi pour
pour Wesley Sneijder en termes de stade de carton? On est sur un joueur un peu plus teigneux, là, tu vois. Ah, on est sur un joueur un peu plus teigneux. Points, ça, je sais pas. On est sur 99 cartons jaunes. Ah ouais. Et 4 cartons rouges. Ah ouais. Bon. Qui, mine de rien, quand tu regardes bien sur sa carrière, 711 matchs, ça fait un carton jaune tous les 7 matchs, presque. Ah ouais, quand même. Ça fait quand même... ouais, il était quand même... T'as raison de préciser qu'il était quand même un petit peu nerveux, le bonhomme, Wesley. Alors, j'avais le souvenir qu'il avait du tempérament, mais pas autant quand même. En même temps, ça va peut-être aussi un peu avec le style du gars. Il était un peu... pas trapu, mais c'est pas un genre de grande taille. Numéro 10, bam, tu dois en prendre sacrément derrière les oreilles. Donc, il doit y avoir aussi beaucoup de cartons jaunes qui doivent être des retours de bâton. Tu vois, petite vengeance à droite à gauche. Mais quand même, 99 cartons jaunes, c'est beaucoup quand même. Ah ouais, quand même, hein. C'est... Ah, désolé, hein. Bon, bah écoute, là, pour le coup, c'est assez rapide pour arriver à déterminer. Bon, bah, il y en a un qui est un peu plus nerveux et qui a pris un peu plus de rouge. Bon, bah écoute, désolé, hein. Désolé, Wesley. Là, alors, c'est un demi-point. Là, c'est un demi-point, donc c'est pas non plus un gros avantage qui est pris. Ouais, parce que bon, tu compares 3 cartons rouges à 4 cartons rouges. Avec moins de matchs, je crois, de mémoire. Ouais, un tout petit peu moins de matchs. Bon. Un petit peu moins de matchs, mais bon, voilà. C'est bien qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait 2-3 trucs qui nous permettent de les séparer, parce que là, pour l'instant, compliqué d'arriver à les séparer. Ouais. On va avoir la longévité. La longévité, ça peut nous aider aussi pour les séparer. Donc moi, j'ai premier match officiel 29 juillet 2006 et dernier match officiel le 2 février 2023. Donc je suis pas très fort en mathématiques, mais quand même, j'arrive à calculer que ça fait 17 ans de professionnalisme. Toi de ton côté, pour notre ami Sneijder, ça donne combien? Nous, on est du 7 février 2002 au 6 novembre 2018, qui nous fait 16 ans. Donc, c'est la même chose. Hein. Encore une fois, ils ont eu... petite longévité. Petite longévité pour Özil. Et ça, c'est pareil, c'est un demi-point. Bon, ça lui permet d'égaliser. Sur, on va dire, sur l'ensemble. Mais oui, malheureusement, pour une année, il faut bien qu'on arrive à trouver, comme je le dis, des petites catégories pour arriver à les séparer. Bon, voilà, ça sera le point pour l'ami Mesut Özil. Les pénaux. Alors ça, par contre, je pense que les pénaux, ça doit être plutôt meilleur pour toi. Alors moi, je te donne les miens. Moi, j'ai 12 pénaux inscrits et 4 pénaux ratés pour Mesut Özil. Chez toi, ça donne quoi? Là, du côté de Schneider, on est quasiment moitié moins. Seulement 7 pénaux et 1 raté. Bah là, écoute, là on a notre réponse. Ça sera pour Wesley Sneijder. J'avoue, je me rappelle de lui, c'était quand même un bon tireur de coup franc, oui. Mais penalty, c'est vrai que malheureusement, il n'en a pas tiré beaucoup des pénaux. Parce que 8 pénaux sur 700 matchs. Ah ouais, mais c'était pas lui le tireur de. Ça me paraît pas beaucoup. Bah, écoute, après, moi j'ai pris les stats de Transfermarkt. Si après il y en a qui veulent affiner ça, bah, moi je prends. Mais pour les deux, c'était la même chose. Et oui, bah pas de beaucoup sur les stats là qu'on a. Mais pour le coup, c'est Sneijder qui reprend ce demi-point. Je te propose là maintenant la plus grosse victoire en carrière. Donc pour ma part, pour Mesut Özil, ça donne un 8-1, un Real Madrid-Almeria en 2011. Et pour toi, pour l'ami comment Sneijder, ça donne quoi? La plus grosse victoire? Pardon avant tout pour la prononciation. C'était quand il jouait à l'Ajax contre un club qui s'appelle De Graafschap. Je ne me trompe pas. Pas mal. 6-0. C'est un gros sort, mais c'est pas non plus exceptionnel quoi pour un club sorti de nulle part. Non. C'était en mai 2003. C'est un peu décevant. Je pensais qu'il allait avoir une plus grosse tatane pour l'ami Wesley Sneijder. Je suis un peu déçu du 6-0. Ouais. Bon, bah écoute, ça sera pour Özil ce demi-point. Et puis la plus large défaite. Alors, la plus large défaite pour ma part, ça va faire plaisir à certains Barcelonais. Pour moi, c'est un Barça Real 5-0
qui reste un peu dans les mémoires, un 5-0 Manita avec José Mourinho sur le banc. Et pour toi, pour l'ami Stejder, ça donne quoi en plus grosse défaite dans la carrière? C'est encore avec le Real. Cette fois-ci, avec Snyder sous le maillot de Galatasaray qui perd 6-1. Et c'était en septembre 2013. Bon, 6-1, 5-0, là pour le coup, encore une fois, une belle petite égalité. On va pas compter les buts marqués ou machin. Bon, il y a 5 buts d'écart entre les deux plus grosses défaites des deux joueurs. Donc personne ne prendra le point. Ok, maintenant je te propose le palmarès. Et après on aura terminé les stats. Alors le palmarès en collectif d'un Mesut Özil. Alors, hop, voilà, il s'affiche. Donc, moi, j'ai une Coupe du Monde. Juste, comme ça, en passant, une Coupe du Monde. Une Liga 2012. Une Coupe d'Allemagne 2009. 4 Coupes d'Angleterre, je vais pas te donner les années. Une Coupe d'Espagne. Une Super Coupe d'Espagne. Et 2 Super Coupes d'Angleterre. Donc, ça fait un total de 4, 7, 9, 11. 11 trophées pour ma part pour l'ami Mesut Özil. Et chez toi, ça donne quoi pour l'ami Stejder? Écoute, t'as un peu de temps devant toi ou pas? Oh, je te vois venir. Là, je vais y aller. Je te vois venir. Vas-y, dis-moi tout. Alors, une Champions League en 2010 avec le triplé où il va en finale de la Coupe du Monde. Il finit comme meilleur buteur. Je vais aller la replacer. Celle-là, elle était pas mal. Une Serie A, une Liga, une Eredivisie, donc le championnat des Pays-Bas, 2 Turkish League, 2 Coupes des Pays-Bas, 3 Coupes de Turquie, une Super Coupe des Pays-Bas, une Super Coupe d'Italie, 2 Coppa Italia, 3 Super Coupes de Turquie, un Mondial des clubs et une petite Coupe du Qatar. Voilà. Bon. Je crois que je vais même pas faire la compta. Non, parce que on peut pas. Non, fais pas la compta. Voilà. Non, fais pas la compta. Bon, je vais juste pas rendre les armes tout de suite comme ça. Quand même, mon poulain a quand même remporté une Coupe du Monde, monsieur, quand même. Mais force est de constater que là, l'enchaînement des titres, ouais, c'est vrai qu'il fait quand même un petit peu mal à la tête. Et puis dedans, t'as un triplé. Donc un triplé, c'est quand même voilà, Ligue des Champions, Coupe nationale. Nous l'oublions pas. Donc voilà. Et en plus, alors c'est pas précisé dedans, mais avec vraiment cette année 2010 de Coupe du Monde, où il amène les Pays-Bas en finale. Bon, ouais, non, là, j'avoue, écoute, le palmarès collectif, il va pour toi. Il va pour toi, mon copain. Et là, c'est 2 points. Mais tu vois, même pour tous ces scénarios, il reste vraiment dans l'inconscient collectif, le gars, tu vois. Contrairement à Özil, qui était un peu plus en retrait, plus timide, tu vois. Ah bah oui, parce que là, vraiment. Alors oui, maintenant, le truc, c'est que, on va dire, Özil, il a joué aussi avec des sacrés joueurs, hein, avec des Cristiano Ronaldo et tout un tas de sacrés bons joueurs, tu vois. Mais de l'autre, c'est peut-être là, en fait, le creux du débat, et on va y arriver avec la sensibilité foot. C'est-à-dire que, est-ce que Özil était aussi, on va dire, à prendre autant de lumière qu'un Sneijder? Non, je pense pas. Je pense qu'un Sneijder, dans sa manière de jouer et aussi de gérer, en fait, c'est un gars que tu dois vraiment prendre, pas comme ton leader, mais quasiment. Alors qu'un Özil, tu le prends pas pour être le meneur de ton équipe. Je parle pas meneur de jeu, hein, je parle de meneur, le joueur le plus important de ton équipe. Sneijder, pour moi, il a le caractère nécessaire pour pouvoir avoir ça, et ça se ressent sur le palmarès. C'est un gars qui, dans les équipes dans lesquelles il a joué, on l'a mis en valeur. Alors après, il a pu décevoir et tout ça, mais c'est un gars pour moi qui a occupé plus l'espace qu'un Özil, et ça se ressent là sur le palmarès collectif et sur d'autres trucs. Ouais, il occupait plus l'espace. Ouais, pour moi, il occupait plus l'espace. Et peut-être que pour ajouter un peu de grain à moudre à ce que tu viens d'expliquer, Özil a aussi fait partie d'un club dont tu portes le maillot, c'est Arsenal. Il souffre vraiment de la moquerie de l'éternel second qui gagne rien. Et pendant son passage, je crois, il gagne 4 coupes et 2 super coupes, mais jamais de championnat, alors qu'il a été plutôt bon à Arsenal. Ah oui. On va dire, enfin, sa période d'Arsenal, elle est entre deux. C'est-à-dire que il arrive, il y a beaucoup d'attentes
et il déçoit un petit peu. Et puis 2016, il va allumer la lumière, il va faire une saison complètement dingue, où vraiment là, on va retrouver le joueur qu'on avait vu en 2010 ou au Real. Mais t'as raison, c'est-à-dire le choix du club. Est-ce qu'après le Real, tu pars à Arsenal? Je sais pas. C'est pas là où tu vas, comme on vient de dire, c'est pas là où tu vas grimper. Déjà, t'es au Real, c'est compliqué d'arriver à grimper quand tu pars du Real. Mais pour aller à Arsenal, et cet Arsenal-là, qui était pas en reconstruction, mais en fin de cycle avec Wenger et tout ça, ouais, compliqué. Vraiment compliqué pour lui. Ouais, c'était ambitieux, on va dire. Ah ouais, c'était sacrément ambitieux. Donc là, pour notre débat, j'avoue, je défends Mesut Özil depuis le départ, mais là, sur le palmarès collectif, non, pour moi, malgré la Coupe du Monde remportée en 2014, pour moi, ça va plus pour un Schneider. Maintenant, il y a le palmarès individuel. Et dans le palmarès individuel, moi, j'ai quand même des choses qui peuvent être aussi, on va dire, assez intéressantes. Alors, attends, je reprends ça. Bien évidemment, je les ai plus là sous les yeux. Ça arrive. Voilà. Donc, le palmarès individuel, moi, pour un Özil, j'ai quand même, hop, décidément, il veut, voilà. J'ai meilleur passeur de Bundesliga, meilleur passeur de Coupe du Monde, meilleur passeur de Ligue Europa, meilleur passeur de Ligue des Champions, meilleur passeur de Liga en 2012, meilleur passeur de l'Euro 2012 et meilleur passeur de la Première Ligue 2016. Et si on ajoute à ça, il est 4 fois dans le classement du Ballon d'Or, mais jamais dans le top 10. 2010, 13e, 2011, 11e, 2012, 14e et 2013, 16e. Donc, moi, j'ai quand même un gars qui a été meilleur passeur dans toutes les compétitions qu'il a fait. Ouais, donc il était fidèle à son registre. C'est ça. On ne change pas. Voilà. Toi, de ton côté, palmarès individuel, ça donne quoi pour l'ami Schneider? Ah bah, par exemple, en 2010, le gars était meilleur buteur de la Coupe du Monde. la même année, il finit 4e au Ballon d'Or. Quelle année? C'est l'année 2010 quand même. Tu bouffes bien, tu bouffes bien meilleur 2010. Hein. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Et en 2010, il finit même meilleur passeur de la Ligue des Champions. Ça, c'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal. Et en 2017, il finit meilleur passeur de la Turkish League. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça. Bon, bah, voilà. L'année d'après, en 2011, il finit 12e au Ballon d'Or. Voilà. 2 nominations au Ballon d'Or et 4e et 12e. Voilà. 4e, c'est pas mal. 4e, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et on est obligé de le préciser. 2010, il y a un monde où si c'est lui qui vient remporter le Ballon d'Or, c'est pas déconnant, hein, parce que c'est Messi cette année-là. C'est Messi qui le remporte. Oh, wow. Ok. Okay. Mais sachant que Messi ne remporte ni la Ligue des Champions cette année-là, en 2010, on vient de le dire, c'est l'Inter, il ne remporte ni la Coupe du Monde, c'est l'Espagne qui la remporte. Donc c'est vrai que un Wesley Sneijder qui fait le triplé, comme tu l'as bien précisé, qui est meilleur buteur de la Coupe du Monde 2010 et qui, en vrai, il aurait pu mériter même ne serait-ce que juste être sur le podium. Moi, pour moi, c'est podium minimum. Et si on va par là, ici, là, franchement, je trouve rien de déconnant à cela. Là où un Mesut Özil, jamais dedans. Un podium Ligue des Champions, ça vaut au moins 2-3 lignes du palmarès individuel de Özil, non? Ah, d'accord. Donc là, on est carrément dans la prestation, quoi. Carrément, on en est. Le gars n'a jamais passé la cape de la 10e place. J'ai envie de te dire, il y a un gars en 2010, il a fait une année incroyable, il l'a placé derrière Dieu du foot, quoi, tu vois. Juste derrière. Ce que Özil n'a pas fait. Je tiens juste à le préciser. Au cas où c'est pas l'info encore. Non. On peut en parler si tu veux. Mais cette année 2010, elle est quand même extrêmement décisive pour occuper tous les points quand même. Non, là, franchement, au-delà du running gag que tu me sors depuis tout à l'heure, franchement, c'est vrai, cette année-là, elle est majeure pour Sneijder parce que c'est sa meilleure année et que sur cette année-là, on va en parler peut-être tout à l'heure quand on va évaluer le prime, mais elle est forcément majeure parce que le gars, il a été bon dans toutes les compétitions qui étaient données cette année-là. Et une année de Coupe du Monde,
bah ouais, c'est pas un petit exploit en fait que de te retrouver à avoir surperformé, à avoir été meilleur buteur par-ci, à marquer des buts extraordinaires par-là. Oui, maintenant, je veux bien moi faire une ode à Wesley Sneijder avec cette fameuse Coupe du Monde 2010, mais de l'autre, un gars qui est meilleur passeur en Bundesliga, en Liga, en Première Ligue, à l'Euro, en Coupe du Monde, en Ligue des Champions. Enfin, le gars, à chaque fois qu'il a été dans une compétition, il a fini un jour meilleur passeur de la compète. Donc ça, pour moi, ça peut pas être négligé. Ce qui est réellement plus important, le but ou la passe? C'est ça, c'est toujours la question philosophique. Mais on a un super bon fil rouge depuis le début de ce débat. Franchement, qu'est-ce qui est le plus important? Alors quoi? Là, si je comprends bien, c'est quoi? Ça veut dire il va y avoir égalité sur le palmarès, individuel? Tu vas pas vouloir me lâcher Là, franchement, je pense que la régularité d'Ozil sur son point fort en plus, c'est à saluer. Il faut lui faire honneur. Surtout que mine de rien, il finit meilleur passeur encore une fois en 2010, meilleur passeur du championnat, de la Coupe du Monde et de la Ligue Europa. C'est quand même 2010, l'année du prime de notre copain Schneider. Bah après, c'est ça le problème. C'est que le souci, c'est que lui, il joue l'Europa League. Donc, il est pas dans la même compétition. Mais après, derrière, oui, dans son registre, il est sacrément fort. Et que meilleur passeur de 3 championnats. Tu vois ce que je veux dire? C'est fort. Bien sûr. Et il maintient son rang de maître de la passe en 2010 dans toutes les compétitions dans lesquelles il est impliqué. Il pouvait très bien tomber sur un autre boug là qui était en train de flamber et lui passer devant. Non. Donc on est bien d'accord que ça doit être mis en lumière. Et alors pareil, on en parlera plus tard dans la régularité, mais c'est vrai que 4 fois dans le classement du Ballon d'Or 2010, 2011, 2013, donc 4 ans de suite, ça veut dire quand même que le gars a occupé l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas juste fait un shot ou à la limite 2 saisons. Là vraiment, il y a eu un truc en plus. Sur le registre de la passe, ouais, c'est sûr. Surtout que mine de rien, puisqu'en plus on a soulevé un sujet intéressant, c'est que tout à l'heure on blaguait sur Schneider, sur son titre, sur son classement Ballon d'Or 2010, Messi était du coup le gagnant. Ce qui veut dire que le gars, en 2010, il finit meilleur passeur dans un registre où Messi est excellent. C'est ça. C'est ça. Mais attends. Juste parce que je viens de te donner celle-là, tu dois me donner un demi-point. Juste pour ça. C'est ça. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais je te dis, vraiment, on est sur des stratégies. On est au marché, en fait. On est au marché, on va troquer le point. Non. Là, moi, je veux bien aller dans ton sens parce que il y a un truc aussi, c'est-à-dire que tu parles, pour Messi et la comparaison Messi, Sneijder, Messi Özil. Enfin, non, attends. C'était Messi Sneijder que t'as fait comme comparaison ou Messi Özil que t'as fait comme comparaison? Là, pour ce coup-là, c'était Messi Özil. Ok. Et alors moi, je vais dans justement, c'est bien ça. En fil rouge l'année 2010, justement. Tu peux aussi, on va dire faire ce parallèle-là, c'est-à-dire que à cette époque-là aussi, Sneijder, il termine meilleur buteur d'une Coupe du Monde, là où Messi, pareil, c'est-à-dire que ok, peut-être qu'il est peut-être plus passeur et encore que, mais Messi à cette époque-là, il est redoutable. Hein. Un an après, il te fait des saisons à 82 buts, saison calendaire, enfin année calendaire. Donc on parle de 2 gars qui ont pu être performants dans des compétitions avec des top players et en tirant leur épingle du jeu, meilleur buteur, meilleur passeur. Ouais, franchement, c'est pas rien. Et vraiment pour terminer, on va dire pour faire une éloge de ton joueur, être un numéro 10 et marquer autant de buts, franchement, c'est respect. Vraiment, c'est respect parce que le numéro 10, ok, bien sûr, il a un rôle particulier, mais généralement, il marque pas autant. Normalement, le numéro 10. Et là, lui, le numéro 10, vraiment une grosse année en 2010, c'est un signe du destin, ça, tu vois. C'est écrit déjà sur son maillot, tu vois. Bon, je pense que là, c'est bon. Je pense que là, pour la partie statistique, je pense qu'on peut pas mieux faire. Alors, on a vraiment tout fait. On a vraiment été de A à Z. Donc là, on est bon. Palmarès statistique, on est bon.